Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette vidéo, on va continuer avec l'usage. Ça veut dire, après la déclaration de la classe, après la définition des différentes méthodes et l'implémentation des algorithmes des différentes méthodes, on va passer à l'usage, ou bien nous étions déjà passés à l'usage des classes qui sont déclarées ici et de leurs méthodes qui sont définies aussi. Donc, nous avons déjà dit que l'usage, c'est quoi? C'est l'utilisation de la classe pour la création ou bien la déclaration des objets. Donc, dans la vidéo précédente, on a donné un premier exemple sur l'usage. Dans un programme principal main, on va déclarer les objets. Pour la déclaration des objets, on donne le nom de la classe, le nom de l'objet. C'est comme le cas, par exemple, de la déclaration des variables dans la programmation classique ou bien dans la programmation impérative que vous avez déjà fait dans le langage C, dans lequel on déclare, par exemple, des entiers, le nom de type, le nom de la variable, des réels, le nom de type float et le nom de la variable. Même chose maintenant. Donc, nous avons défini une classe qui s'appelle la classe complexe. Dans ce cas, la classe complexe représente un type et donc je dois mettre complexe, le nom de type ou bien le nom de la classe, suivi par les objets que je veux créer, par exemple Z1. Ça, c'est pour la déclaration ou bien la création des objets. Donc, la déclaration ou bien la création des objets, c'est la même chose que la déclaration des variables que vous avez déjà fait dans la programmation classique ou bien la programmation impérative. La chose nouvelle, dans la programmation orientée objet dans la phase d'usage, c'est l'appel des méthodes. Maintenant, pour appeler une méthode, on doit tout d'abord avoir un objet, comme par exemple le cas de Z1 qui est déclaré ici. Ensuite, point, le nom de la méthode. Aujourd'hui, je vais continuer dans cette phase-là. Ici, donc, on a déclaré un objet qui s'appelle Z1, qui est dans la classe complexe. On va faire des exemples sur comment faire avec ce Z1 et on va maintenant déclarer d'autres objets et on va voir comment on déclare et comment on exécute les méthodes des différentes ou bien les méthodes de la classe sur les différents objets qui sont déclarés. Eh bien, je vais recommencer ici. Donc, supposons que nous avons maintenant un programme principal qui est main. On va créer un objet qui est par exemple Z1 complexe. Z1 complexe Z1. Donc, une fois on fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, ici, c'est le code que j'écris. Et de ce côté-là, je vais faire ici la mémoire d'exécution. Ce qui va se passer exactement. Je vous rappelle que la classe complexe, elle était déjà définie dans les vidéos précédentes et dans le cours déjà fait dans l'amphi. Et donc la classe complexe, c'est cette classe-là qui est composée de quoi? De deux attributs, partie réelle, partie imaginaire et d'un ensemble de méthodes. Donc, lorsqu'on déclare un objet Z1 de type complexe, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est quoi la conséquence? Directement, dans la mémoire, on doit avoir l'allocation. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Allocation d'une suite d'octets. C'est une allocation d'une suite d'octets. Pour Z1. Donc, lorsque vous faites la déclaration complexe Z1, qu'est-ce qui va se passer dans la mémoire? C'est une allocation d'une suite d'octets pour Z1. Attention, ici on parle de l'exécution. Ça veut dire, supposons qu'on a commencé l'exécution de notre programme. L'exécution de cette déclaration, ou bien de cette instruction de déclaration, permet de faire quoi? De faire l'allocation d'une suite d'octets pour Z1 dans la mémoire. Donc, cette première instruction doit faire ça. Maintenant, combien je dois avoir d'octets pour Z1? Ça dépend du nombre d'attributs de la classe complexe. Et par conséquence, on peut symboliser cette allocation comme étant que je vais avoir un certain Z1 dans lequel nous avons deux cellules mémoire et chaque cellule va contenir un attribut. Dans notre cas, nous avons deux attributs. Donc,
RE et M sont les attributs de la classe. Et pour RE et pour EM, on doit avoir, je ne sais pas, peut-être un octet par exemple. Si la représentation des floats est sur un octet, c'est une chose qui n'est pas réelle. Et par conséquent, l'essentiel que je vais avoir un ensemble de bits pour RE, un ensemble de bits pour EM, ou bien un ensemble d'octets pour RE, un ensemble d'octets pour EM, ça dépend de la représentation des floats. Par contre, le plus important, c'est quoi? C'est que la déclaration d'un objet Z1 doit, ou bien exige l'allocation d'une suite d'octets pour Z1. Ces octets vont être utilisés pour stocker quoi? Des valeurs, et ces valeurs-là correspondent aux attributs de la classe complexe qui est le type de Z1. Maintenant, après cette déclaration, après cette allocation, le contenu de la cellule mémoire ici va être quoi? Eh bien, ça dépend. Tout simplement, si je fais cette déclaration, c'est inconnu. Après cette déclaration, c'est inconnu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais avoir ici. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Maintenant, dans quelques compilateurs, comme par exemple les personnes qui utilisent peut-être Eclipse, lorsque vous déclarez complexe Z1, l'allocation est faite et je vais avoir ici un 0 et un 0 comme initialisation. Mais ceci n'est pas dans tous les cas. Ça dépend maintenant du compilateur, ça dépend maintenant de l'environnement de programmation que vous utilisez. Par conséquent, pour moi, le plus important, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait la déclaration complexe, on va avoir un objet dans la mémoire et cet objet est représenté par un ensemble d'octets. Ces octets servent à stocker une valeur pour RE et une valeur pour EM. Et au début, nous avons point d'intégration qui veut dire que c'est inconnu. Ça, c'est la première instruction. Maintenant, si je fais un complexe Z2, ceci va faire quoi? Dans la mémoire, je vais avoir un deuxième objet ZE avec deux cellules mémoire ou bien un ensemble de cellules mémoire pour stocker la partie réelle et la partie imaginaire de ZE. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à chaque fois où vous déclarez un objet, lorsque l'exécution atteint l'instruction de déclaration, ceci exige quoi? Ceci exige quoi? L'allocation d'une suite d'octets dans la mémoire. Ça, c'est la première des choses. Donc, la déclaration des objets exige quoi? L'allocation des octets nécessaires pour stocker des valeurs qui seront associées aux attributs de la classe complexe qui est le type de notre objet. D'où, je rappelle, une définition que j'ai déjà présentée dans le cours à l'amphi, c'est que maintenant, un objet, on peut dire quoi? Un objet, c'est une suite d'octets. Voilà. Ça, c'est une autre définition qu'on trouve dans certains livres ou bien dans certaines références. Un objet, c'est quoi? C'est une suite d'octets. Ça veut dire l'objet, c'est une instance, c'est une réalisation concrète, c'est une variable, si vous voulez, selon l'idée de la programmation impérative ou bien la programmation classique. Mais pour nous aussi, un objet, c'est quoi? C'est une suite d'octets. Ça, c'est une autre définition. C'est une définition, soi-disant, pragmatique. C'est une définition qui dépend directement de l'exécution d'un programme orienté objet dans la mémoire. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, après qu'on déclare normalement des objets comme ça, on peut exécuter des méthodes. Je rappelle une chose que nous avons déjà mentionnée dans les vidéos précédentes, c'est qu'on peut exécuter les méthodes lorsque nous avons des objets. Maintenant, nous avons deux objets, Z1, Z2, donc je peux exécuter les méthodes. Pour exécuter les méthodes, nous avons donné la syntaxe la fois passée. Je donne le nom de l'objet, point le nom de la méthode avec les arguments nécessaires. Dans ce cas, si je commence par exemple par la méthode lire, je vais faire quoi? Z1 point lire. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'atteins ici cette instruction? Dans ce cas, on va lire l'objet Z1. On va lire l'objet Z1. Je répète que dans le cours de la programmation orientée objet, on a dit quoi? Que les méthodes sont des actions qui seront exécutées par les objets de la classe, ou bien ce sont des méthodes qui seront exécutées sur les objets de la classe. Ça dépend maintenant de comment vous voyez les choses. Lorsque vous avez des objets d'une classe comme la classe complexe, vous pouvez dire que les objets vont exécuter les méthodes ou bien que les méthodes seront exécutées sur les objets. Ça dépend maintenant, c'est une question philosophique.
Ce n'est pas un problème pour un programmateur ou bien un programmeur. Un programmeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le nom de l'objet, point, le nom de la méthode. J'espère que c'est clair. On dit qu'on accède à la méthode. Et on suppose dans ce cours-là que cet accès, il est possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec l'accès. Attention, nous sommes toujours dans les premières séances et donc il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, surtout sur l'aspect visibility, sur l'aspect accessibilité des méthodes et des attributs qui dépendent surtout de ce que nous avons appelé l'encapsulation et de ce que nous allons appeler par la suite, soi-disant, l'encapsulation et la sécurisation des attributs et des méthodes des objets. C'est une chose que nous allons examiner dans les points suivants dans le cours. Pour le moment, on suppose que ceci est possible et normalement, il est correct de faire ceci, bien sûr, avec certaines conditions qu'on va voir par la suite. Donc, Z1.lire veut dire qu'on va lire Z1. Maintenant, si on prend le code de la lecture ou bien de la méthode lire, elle consiste à faire quoi? Voilà. Elle consiste à faire rentrer RE et à faire entrer IM. Attends. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Z1, lire. On va exécuter lire. Voilà. CIN, RE. CIN, IM. RE et IM. WinRAM, c'est exactement ces deux-là. J'espère que c'est clair. Ça veut dire, lorsque vous faites Z1, lire, ceci veut dire quoi? Veut dire faire entrer la valeur RE, mais quel RE? L'RE de Z1, parce que c'est Z1 qui a fait l'appel. Faire entrer la valeur de IM, parce que c'est Z1 qui a fait l'appel. Le IM de Z1, parce que c'est Z1 qui a fait l'appel. J'espère que c'est clair. D'où, je répète, qu'on ne peut pas exécuter une méthode dans une classe, la méthode lire, afficher, ainsi de suite. On ne peut pas exécuter une méthode ici si on n'a pas d'objet. Donc, il faut avoir un objet. Maintenant, nous avons un objet Z1. Lorsque je fais lire, RE, lire IM. OK, RE et IM sont des attributs ici de la classe. Mais la question qui se pose maintenant, RE et IM sont les RE et les IM de quel objet? Tout simplement, ce sont les RE et les IM de Z1. Voilà. Maintenant, lire. Z1 lire veut dire remplir RE, remplir IM de Z1. Ce n'est pas remplir RE de Z2. Ce n'est pas remplir IM de Z2. Parce que les attributs, ou bien ces attributs-là, RE et IM, auront du sens lorsque vous avez des objets. Donc, Z1 lire veut dire remplir RE et IM. Supposons que celui qui exécute le programme va introduire des valeurs pour RE, va introduire des valeurs pour IM. Supposons qu'on va mettre ici 4, qu'on va mettre ici 5. D'accord. Et comme ça, on a fait quoi? On a fait la lecture du premier objet Z1. Je peux par exemple faire la deuxième lecture, Z2 lire. Maintenant, Z2 lire veut dire quoi? Veut dire lire les deux attributs RE et IM de l'objet Z2, parce que c'est Z2 qui fait l'appel. Supposons qu'on va faire entrer ici la valeur 3 et la valeur 5, ça c'est un exemple, et on va continuer. Nous avons une autre méthode normalement dans la classe complexe qui est la méthode affichée. Ok, la méthode affichée. On va faire quoi? Z1.afficher. C'est toujours la même syntaxe. Z1.afficher. Et je vais faire ici écran. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout d'abord le programme que je suis en train de rédiger et que je suis en train d'exécuter ici. Son exécution en mémoire ici. Et son effet sur l'écran, c'est ici. Maintenant, lorsque je fais Z1 afficher, je vous rappelle que l'instruction d'affichage, ou plutôt la méthode affichage, on l'a déjà implémentée. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire un cout RE plus IM. Je répète, RE et IM sont la partie réelle et la partie imaginaire de l'objet qui va exécuter la méthode affichée. Si je reviens ici maintenant, nous avons Z1 affiché. Ah, ok. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher RE. Ah, quel RE? C'est le RE de Z1. La valeur entière, c'est combien? C'est 4. Je vais afficher ici 4. Ensuite, on va afficher plus et. Voilà, plus et. Ensuite, on va afficher quoi? La partie imaginaire. IM. IM de quoi? IM de Z1. Ah, attends, c'est 5. 5, voilà. 4 plus I5. Ça, c'est le premier. Donc, maintenant, je peux faire la même chose pour Z2. Z2.afficher. Voilà. Et nous avons l'affichage de Z2 sur écran. C'est 3 plus I5. 3
plus et 5. J'espère que c'est clair. Donc, Z1 va faire ça sur l'écran et Z2 point affiché va faire ça sur l'écran. Ça, c'est pour la méthode, ou bien les deux méthodes lire et les deux méthodes lire et afficher et comment seront exécutées sur deux objets Z1 et Z2. Maintenant, si on prend le cas de addition, et ça, c'est un peu délicat et je vais essayez de vous rappeler bien sûr que la fois passée nous avons présenté deux possibilités. La première possibilité c'est de programmer la méthode additionner avec un type de retour. Ok. Et la deuxième implémentation possible c'était celle-là. C'est de programmer la méthode comme additionner sans avoir ou bien sans avoir de type de retour. Et j'ai dit que lorsque vous faites additionner sans type de retour, ça veut dire que le résultat sera dans l'objet qui va faire additionner. Et je vais voir comment ceci fonctionne maintenant. Ok. Et on va laisser celle-là après. Donc, parce que ça, c'est la méthode la plus juste et la plus élégante pour programmer la méthode additionner. Et non pas l'autre. Maintenant, tout d'abord, pour exécuter la méthode additionner et récupérer les résultats, par exemple, j'ai ici Z1, j'ai ici Z2, et je veux calculer la somme de Z1 et de Z2, et d'afficher le résultat dans un autre nombre complexe qui est Z3. Et dans ce cas, je dois avoir un Z3. Mais comme j'ai déjà expliqué, ce Z3 n'est pas déclaré ici. Donc, je vais le déclarer où? Je vais le déclarer dans le programme principal. Voilà, complexe Z3. Je répète que je vais appeler la méthode additionner selon cette implémentation et non pas selon la première implémentation qui a un type de retour. Je vais exécuter la méthode additionner sans type de retour. Donc, j'ai besoin d'un Z3, mais ce Z3 n'est pas déclaré dans la méthode. Il doit être déclaré avant l'appel des méthodes, plutôt l'appel de la méthode. Maintenant, nous avons complexe Z3. Une fois que je fais cette déclaration, la mémoire va être comme ça, Z3. Et ici, je vais avoir partie RE, partie IM. Et on ne sait pas le contenu exact. Ben, c'est inconnu. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Z3. OK, point. Je ne vais pas faire lire, ni afficher, mais plutôt je vais faire appel à la méthode additionner. C'est possible. Additionner. Maintenant, ça veut dire quoi? Que c'est Z3 qui va exécuter additionner. Il va l'exécuter et la méthode additionner prend deux paramètres et on va donner les deux paramètres que nous avons déjà donnés, Z1, Z2. Très bien. Maintenant, si on voit, qu'est-ce qu'on va avoir lorsque cette méthode va être exécutée? On va voir. Tout d'abord, on va faire un RE qui est égal à la somme de la partie réelle et de la partie imaginaire, plutôt de la partie réelle de Z1 et la partie réelle de Z2, et on va mettre ça dans RE. Ce RE, c'est le RE de quel objet? C'est le RE de l'objet qui va faire appel à la méthode. Et dans ce cas, Z3.additionner va faire quoi? RE va contenir l'addition des deux RE, et IM va contenir la somme des deux IM, de Z1 et de Z2. RE et IM, ce sont le RE et le IM de l'objet qui fait l'appel. L'objet qui fait l'appel dans ce cas, c'est Z3. Et donc, je vais remplir RE et IM lorsque j'exécute la méthode Z3 addition. Et je vais mettre dans RE la somme des RE de Z1 et de Z2. Donc, 4 plus 3, c'est 7. Et 5 plus 5, c'est 10. J'espère que c'est clair. Ça veut dire que Z3.additionner permet de calculer la somme de Z1 et de Z2. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les résultats seront stockés dans un variable ou bien dans un objet qui est l'objet qui appelle la méthode additionner. Pourquoi? Parce que dans l'implémentation de la méthode ici, on a utilisé RE, IM et on n'a pas d'objet dans la méthode. Et dans ce cas, le RE et le EM, c'est les RE et le EM de l'objet qui va faire l'appel. Et dans ce cas, l'objet qui a fait l'appel, c'est l'objet Z3. Et dans ce cas, je vais avoir le résultat suivant. C'est que Z3 additionné permet d'additionner Z1 et de Z2 et de récupérer le résultat dans Z3. Après, si je fais par exemple Z3.afficher, je vais avoir quoi comme résultat dans l'écran maintenant? 7 plus 10 et.
J'espère que c'est clair comment je fais appel à la méthode additionnée. Supposons maintenant que ce n'est pas cette implémentation que j'ai. Supposons que ce n'est pas cette implémentation que j'ai, mais plutôt j'ai une autre implémentation, qui est l'implémentation avec un type de retour, comme ce cas. Dans ce cas, la première des choses, c'est quoi? C'est que on va avoir un certain Z3 dedans. Et ce Z3, c'est une autre variable locale à l'opération addition ou bien à la méthode addition. Et ensuite, on va faire le retour dans un certain Z3, ou bien on va faire le retour de Z3 comme une valeur à retourner par la méthode. Attention, dans ce cas, ce n'est pas la même chose. Maintenant, supposons, ça veut dire quoi? Je ne vais pas faire ça. Et je ne vais pas faire ça selon cette implémentation. Mais je vais faire ça selon une autre implémentation. Selon cette implémentation. Maintenant, je vais faire appel à la méthode additionnée aussi. Maintenant, pour faire appel à la méthode additionnée, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un objet. Cet objet-là, il peut être Z3, il peut être Z4, il peut être Z5, peu importe. L'objet qui va faire appel, même si ismo Z3, ce n'est pas le même Z3 ici. Vous connaissez déjà la notion de variable globale et de variable locale. Le Z3 ici, c'est une variable locale. Mais pour ne pas avoir des ambiguïtés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable que je vais appeler Z et je vais faire appel à la méthode additionnée avec l'objet Z. Dans ce cas, avant de faire ça, je vais tout d'abord déclarer un objet que je vais appeler Z. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de Z3. Et lorsque je fais cette déclaration, je vais avoir un certain Z et C qui contient rien ici, rien ici, R, E et N. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à Z.addition. Attention, ce n'est pas l'addition sans type de retour. Maintenant, c'est l'addition avec un type de retour. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Addition, Z1, Z2. Si je fais comme ça, je me contente, ok, ça va marcher. Et vous allez avoir une exécution. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Il est où la somme? Eh bien, la somme, elle était stockée dans une variable locale Z3, qui est normalement retournée par la méthode, parce qu'elle a un type de retour. Dans ce cas, j'ai besoin d'affecter le résultat ici dans un certain Z, qui peut être ce même Z ou bien un autre Z, peu importe, ce n'est pas un problème. J'espère que c'est clair. Ça veut dire quoi? Que je peux par exemple avoir ici un complexe Z que je vais appeler Z4 pour ne pas avoir des ambiguïtés. Sinon, il peut être un Z3, il peut être un Z, mais l'essentiel pour ne pas avoir des ambiguïtés, je vais faire complexe Z4. Ça veut dire quoi? Que je vais avoir ici un certain RE et un certain IM. Et on ne sait pas exactement le contenu lorsqu'on déclare complexe Z4. Après, je vais faire un complexe Z et je vais faire appel à la méthode additionnée en utilisant l'objet Z. Je vais faire le calcul de la somme de Z1 et de Z2. Donc, c'est quoi? Ça doit être la somme, c'est 7, 10, comme la fois passée. Et je vais récupérer le résultat dans un certain Z4. Z4, dans ce cas, une fois que j'exécute cette instruction, je vais avoir ici un 7 et ici un 10. Et dans ce cas, la variable ou bien l'objet Z ne sera pas changé par la méthode additionnée. Pourquoi? Parce que la méthode additionnée que j'ai implémentée, c'est une méthode qui ne change pas la partie réelle et la partie imaginaire de Z, mais plutôt, elle crée une variable locale qui est Z3, elle remplit Z3 par la somme de Z1 et de Z2, et elle ne le retourne comme une valeur retournée, comme un paramètre de sortie, que j'ai récupéré dans Z4. Et comme ça, normalement, nous avons vu comment on peut faire appel aux deux méthodes add qui sont réalisées de deux manières différentes. La première fois, ici, c'est pour l'appel de la méthode additionnée qui est réalisée sans type de retour. Et la deuxième fois, avec la déclaration de Z4 et de Z, pour faire appel à la méthode additionnée réalisée par cette manière dans laquelle on a un type de retour. Eh bien, on peut faire la même chose maintenant pour les autres méthodes qui sont les méthodes soustraction et multiplication. Et je pense que nous avions déjà vu la première implémentation de soustraction et de multiplication en utilisant
un type de retour. Par exemple, voilà le cas de la multiplication avec un type de retour. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez implémenter la multiplication et la soustraction sans type de retour, comme nous avons fait pour la méthode addition. Donc, seulement on va changer le code, le contenu de la méthode. Le reste sera le même. Et comme ça, vous pouvez aussi utiliser les méthodes soustraction et multiplication dans le programme principal. Vous avez le choix maintenant à continuer ça. Une remarque très importante, remarque que je vais la rédiger ici pour ne pas l'oublier, et bien pour que ça soit clair les choses, on ne peut pas, maintenant pour le moment, on ne peut pas programmer ou bien programmer cet exemple. On ne peut pas programmer cet exemple comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Comme nous l'avons programmé ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas le programmer comme ça. On ne peut pas programmer cet exemple comme ça en C++. Ça veut dire en C++ sur les PC ou bien sur les laptops, sur vos laptops. Ça veut dire on ne peut pas le programmer comme ça. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas maintenant prendre le code comme je l'ai écrit ou bien comme je l'ai décrit dans ces vidéos, aller sur le C++ et ensuite le taper et après penser qu'il va marcher, qu'il va fonctionner. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses ou bien il y a quelque chose maintenant qui manque à notre code avant d'aller vers la programmation concrète sur le PC ou bien sur l'ordinateur. Donc c'est une chose, ou bien ces choses-là qui manquent, on va les présenter dans une prochaine vidéo qui sera la vidéo suivante. Ok, encore une fois, j'espère que cette vidéo a rendu les choses encore plus claires sur la phase d'usage dans la programmation orientée objet. Je vous invite toujours à laisser vos commentaires sur la vidéo, plutôt sous la vidéo, ou bien sous la publication, le post de Facebook. Et comme ça, je peux savoir exactement si vous rencontrez des problèmes pour comprendre le contenu de ces vidéos-là. Sinon, je vous souhaite une bonne chance et une bonne lecture, une bonne révision. Bon courage.